Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Gézabel Coupé-Soubeyran. Bonjour Gézabel. Bonjour. Maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec vous, Mathieu Jolivet. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. Journaliste à BFM Business. Et Christian de Boissieu. Bonjour Christian. Non, Saint-Étienne. Christian, ah oui, pourquoi pardon, Christian Saint-Étienne, d'ailleurs, l'autre grand Christian de l'économie. On en profite pour saluer Christian de Boissieu, effectivement, économiste, membre du cercle des économistes. Bienvenue, cher Christian. Je commence avec vous. Tiens, on va donc parler de ce déplacement de Emmanuel Macron en Inde. Il retrouve aujourd'hui le Premier ministre Narendra Modi à Bombay, à Mumbai, si cher à Jean-Marc Daniel, qu'on salue aussi. Avec lui, une centaine de chefs d'entreprise, une grande délégation, évidemment, pour la 4e puissance économique mondiale. Quels sont les enjeux pour vous de ce voyage officiel qui durera jusqu'à vendredi ? Ouais, les enjeux sont multiples. L'Inde est évidemment la première puissance démographique mondiale. Elle croît depuis plusieurs années à 6% par an. La croissance mondiale est autour de 3. Oui. La France et la zone euro sont à peine à 1 ou un peu plus de 1 peut-être cette année. Donc, au fond, il y a quelque chose de très puissant. La zone euro, c'est 3 fois moins que la croissance mondiale, et l'Inde, c'est 2 fois la croissance mondiale. Alors, l'Inde, souvent, je fais beaucoup de conférences sur le conflit Chine-États-Unis, on me dit, et l'Inde. Oui. Alors, en fait, l'Inde, même si elle croît beaucoup plus vite que la croissance mondiale et depuis 4-5 ans plus vite que la Chine, l'Inde, c'est quand même encore un PIB 5 fois inférieur à celui de la Chine. Oui. Et par ailleurs, l'Inde... 4 200 milliards de dollars de PIB, l'Inde, mais qui n'est pas très loin derrière l'Allemagne, 3e. Oui, absolument. C'est à 500 milliards. Mais avec une Allemagne à 1% de croissance et voilà, une Inde à 6%, l'Inde devrait être la 3e puissance mondiale d'ici 2-3 ans. Mais l'Inde a encore un certain nombre de problèmes à résoudre. Ses infrastructures qui s'améliorent sont très inférieures à celles de la Chine. Alors, il faut savoir que la Chine, depuis une vingtaine d'années, la Chine qui est dirigée par des ingénieurs, ou qui a été dirigée par des ingénieurs oui, jusqu'au dernier congrès du Parti communiste en 2022, puisque depuis ce dernier congrès, Xi Jinping a mis plein de copains à lui dans le bureau politique. Alors ça a toujours été le cas, non ? Non, mais sous Deng Xiaoping, il y avait toujours un équilibre oui, au sein du bureau politique, et sur les 7, il y avait toujours 5-6 ingénieurs qui venaient de différents clans politiques. Là, il a mis des ça n'est plus le cas. Là, il a mis des potes à lui, mais néanmoins, lui, il reste un ingénieur. Il est ingénieur, d'ailleurs. Et donc, on a une Chine qui a déroulé 60 000 km de lignes de TGV en quelques années. Oui. Bon, l'Inde a beaucoup de retard dans ce domaine, mais elle est en train de s'équiper, et surtout elle fait un effort de développement militaire absolument massif, parce qu'elle est à la fois dans le Grand Sud, théoriquement alliée de la Chine. L'Inde est théoriquement alliée de la Chine, mais dans les faits, ils sont toujours en train de se regarder soldat contre soldat dans l'Himalaya. Et puis surtout, il y a le Pakistan qui est dangereux. Donc l'Inde, c'est l'objet de la discussion, va s'équiper de Rafale et d'autres équipements, parce qu'ils achètent aussi des missiles militaires, enfin des missiles militaires forcément, oui, des missiles franco-britanniques, et ils vont faire d'autres investissements. Et je termine, il y a un point qui est très intéressant pour l'Inde, c'est que Safran, le constructeur de moteurs d'avions de combat, va ouvrir une usine d'assemblage de moteurs en Inde, et ça, c'est très très important pour le développement technologique et industriel de l'Inde. Oui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'Inde a un marché absolument colossal, 1,4 milliard d'habitants, contrairement à la Chine qui, elle, va décliner d'ailleurs dans les années à venir, et qui, à la fois, est une promesse de marché pour les investisseurs internationaux, dont nos entreprises, nous, Français, mais qui, du coup, demande à ce qu'on produise sur le sol indien. Ça va être notamment le cas des Rafales. D'ailleurs, un ministre indien a dit qu'une partie des Rafales serait fabriquée sur le sol indien.
ce qui serait une première. On peut un peu y voir un miroir de ce que pourrait faire l'Europe aussi en termes de protectionnisme, non, Mathieu Jolivet? Ça va être au cœur des discussions de ce qui va ressortir de ce voyage qu'on va scruter. C'est quel niveau de transfert de technologie la France et le Rafale est prêt à accorder à nos amis indiens. Ce thème-là est au cœur des discussions et c'est pas un petit sujet. Même nous, entre Européens, on voit que c'est très compliqué de déplacer le curseur de la souveraineté sur ces outils industriels qui sont ultra sensibles. On le voit avec le SCAF, on a déjà du mal à faire du transfert de technologie de France vers l'Allemagne. Regardez avec le SCAF, c'est parfois plus facile en Inde. Hyper intéressante ces dernières semaines. Qui se terminera vraisemblablement avec 2 avions. Oui, mais où on se rend compte que finalement, on a les motoristes emmenés par Safran qui finalement se sont entendus avec les Allemands sur ce concept de best athlète, qui est meilleur à quel niveau dans le projet du SCAF, on se met d'accord, mais au niveau des avionneurs, on voit bien que les deux armées, nos amis espagnols et allemands n'ont pas envie d'être relégués au rang de sous-traitants du Rafale, etc. Sachant que au niveau de l'avionneur, sur ce type d'avion, le best athlète, c'est le Rafale partout. Donc voilà, tout ça pour dire que nous, et en plus, je crois qu'il y a un logiciel qui permet de piloter les avions qui est essentiel. Qui est essentiel, absolument qui est détenu par Dassault Systèmes. Voilà. Et il n'y en a que 2 autour du monde. Il y en a un qui est détenu par les Américains, chez Lockheed Martin, par les Français. Et l'autre, c'est Dassault. Ce logiciel, c'est alors un bouton nucléaire, non, mais c'est un élément de souveraineté essentiel. Donc j'imagine que nos amis indiens doivent aussi discuter pour savoir quid de la coopération avec un tel logiciel, etc. Et puis pour le Rafale, il faut aussi quand même recontextualiser, avoir en tête que ce contrat, il ne vient pas de nulle part. Et ça nous montre aussi la difficulté de finaliser ce type de méga-contrat en général et en particulier avec les Indiens. En fait, c'est un contrat qui est négocié depuis plus de 20 ans. En 2015, en Inde, ils l'appelaient la mère de tous les contrats. Oui. Sur 126 Rafales, ils étaient sur le point de le signer. Et finalement, on parle de la plus grande démocratie du monde, qui était empêtrée à l'époque dans un débat budgétaire sans fin, avec des parlementaires indiens qui trouvaient que les dépenses liées à la défense étaient beaucoup trop excessives, eu égard aux besoins notamment sociaux de ce pays qui est grand comme l'Europe. Et donc, finalement, le ministre de la Défense est venu en 2015 et a écrit noir sur blanc en disant on annule et il n'y a plus de contrat. Ah oui. Donc, en fait, il y a eu un enterrement de première classe de ce contrat. Et ce qu'on vit depuis 2015, en fait, c'est finalement une récupération bloc par bloc de ce qui avait été enterré en première classe en 2015. S'en était suivi un premier contrat signé en grande pompe de 36 Rafales. Ensuite, il y en avait eu 20 supplémentaires qui étaient des Rafales marines. Et aujourd'hui, on est sur un bloc encore plus grand. Voilà. Et peut-être même 130 ou 40, 140, peut-être 35 supplémentaires. C'est ça. Et puis, un dernier élément sur ce sujet que j'avais en tête, mais bon, je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui peut jouer ou pas, mais vous avez quand même le fils du chef d'état-major des armées indiennes, qui est pilote de Rafale. Et qui peut nous aider. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si jamais, dans ce type de contrat, vous savez, les industriels cherchent toujours des ambassadeurs, je pense que là, ils ont un ambassadeur qui est aux premières loges. On est un peu en retard, on parlait du franco-allemand tout à l'heure, on est un peu en retard par rapport à nos amis allemands. C'est 15 milliards d'échanges, la France, avec l'Inde, contre 42 milliards pour l'Allemagne. C'est normal puisque l'industrie allemande aujourd'hui en chiffre d'affaires, c'est 2,5 fois le chiffre d'affaires de l'industrie française. Eh oui. Déjà en 2004, 2006, c'était Raffarin qui était Premier ministre. Oui. 2004-2005, il allait en Inde et il disait moi j'ai 20 produits à vendre et les Allemands 200, donc il y a 20 ans. Donc la réindustrialisation de la France, c'est un élément clé du rebond de la France, mais également de sa capacité de peser davantage dans les grandes négociations internationales. Oui, vous dites en fait qui entre la France et l'Allemagne est plus en retard vis-à-vis de l'Inde, mais moi je pense qu'il faut élargir le truc à toute l'Europe et en fait le problème c'est que c'est l'Europe qui est totalement
à la rue par rapport à l'Inde. Alors on vient de signer quand même un accord commercial absolument majeur. On a signé un accord, on a signé un accord commercial, mais vous parliez tout à l'heure de cette bascule géoéconomique, géostratégique qu'il y a eu en Inde. J'ai écouté en octobre dernier en fait l'ancien ministre des Affaires étrangères singapourien, qui aujourd'hui est un diplomate qu'on ne connaît pas forcément bien ici, mais qui est très influent dans toute la zone Indo-Pacifique, qui est très écouté par tous les investisseurs là-bas. Il s'appelle Kishore Mahbubani et il faisait une conférence auprès des principaux investisseurs indiens. C'était en octobre dernier. Et il leur rappelait ce chiffre assez spectaculaire que moi-même j'avais plus en tête et qui vous rappelle cette bascule géoéconomique là-bas qui est dingue. En 1995, l'Inde et la Chine, ensemble, en cumulé, pesaient 10% du PIB mondial. À la même époque, en 1995, à la même époque, vous aviez l'Europe qui pesait un tiers du PIB mondial. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, le poids de l'Europe a fondu de moitié, le poids de la Chine et de l'Inde a triplé. Donc, on a cette bascule qui s'est opérée en 30 ans et vous avez Kishore Mahbubani qui rappelle ce croisement des courbes devant les investisseurs indiens et il leur dit à ce moment-là, à cette conférence, en se frottant les mains, allez-y, les Européens sont en vacances. Ils sont en vacances, ils ne voient pas ce qui est en train de se passer en Indo-Pacifique. Mais il avait bien raison. Ça va être le thème de Jézabel, mais on a créé une zone euro sans gouvernement stratégique et donc on est à 1% de croissance. On est la zone de non-croissance de la planète. Oui, on va y revenir ça en fin d'émission, effectivement, et sur la place de l'euro. Isabelle, commentaire. On y reviendra, mais juste quelques mots. Beaucoup de choses ont été dites, mais c'est vrai qu'il y a un véritable étau à desserrer, en fait, pour l'Europe qui est prise en tenaille entre les États-Unis et la Chine, à la fois sur le plan commercial et financier. Donc, on voit bien un peu cet appel d'air du côté de l'Inde. Après, moi, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais ce qu'on nous présente quand même comme la plus grande démocratie du monde a quelques soucis à ce niveau-là, avec un traitement des minorités en Inde qui est absolument détestable. Et puis il y a également un autre gros souci quand même sur le plan géopolitique. Ce sont les liens que l'Inde entretient avec la Russie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu en Inde de dénonciation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc c'est un peu... C'est même devenu une béquille de la Russie pendant... Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore le cas, ça? Parce qu'il y a eu une visite effectivement des Russes en mois de décembre, je crois, en Inde. Finalement, aucun contrat n'a été signé, aucun renforcement. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une bascule de l'Inde qui a su jouer souvent sur les deux tableaux, entre l'Occident, la Russie et l'Orient? Sur ce point, alors c'est très compliqué parce que se rapprocher des Américains, la Chine depuis 20 ans est en train d'enserrer l'Inde tout autour de l'océan Indien, de comptoirs et de ports, soi-disant civils mais qui accueillent des bateaux militaires. L'Inde est très inquiète. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait acheté des Rafales. Donc les besoins de défense sont considérables. Mais je pense que ce qui impressionne tout le monde, c'est que même ça pèse pas encore. Paradoxalement, Jézabel a rappelé qu'il y a beaucoup de problèmes ethniques et autres en Inde, notamment les 200 millions de musulmans sur les 1400 millions d'Indiens et les 250 millions de musulmans pakistanais avec lesquels les Indiens se battent régulièrement. Donc l'Inde, en fait, c'est... je dirais juste pour finir, on pourrait presque appliquer le mot du général de Gaulle à propos du Brésil dans les années 60. Il disait le Brésil a un avenir incroyable devant lui, il l'aura pendant longtemps. Et pour que l'Inde ne soit pas seulement un grand pays en devenir éternellement, il faut vraiment qu'ils investissent. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de construire une industrie. Et donc, je pense que l'Inde pourrait être le grand pays des années 2030. Et il faut rappeler aussi que l'Inde est quand même engagée ces dernières années dans un mouvement où émerge un ordre mondial alternatif à l'Occident. Oui, il y a le Sud global quand même qui est en train de contester la domination occidentale. Parce que le grand ennemi stratégique de l'Inde, c'est la Chine. Les Chinois rêvent de reprendre le 1,5 million de kilomètres carrés qu'ils ont perdu. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'air, on le voit bien, on est dans une période où la géopolitique se brutalise, s'accélère à vitesse grand V, où Donald Trump impose une doctrine hémisphérique, sa doctrine Donroe.
dans cette séquence-là, l'Inde, dans ses priorités, s'affiche sur la fameuse photo de Tianjin, prise au sommet de la coopération de Shanghai fin août, où vous avez 20 pays émergents et du Sud global, tous autour de Xi Jinping. Et autour de Xi Jinping, les premiers qu'on voit, c'est Poutine et Modi. Oui, donc ça reste quand même la colonne vertébrale de ce qui se joue en ce moment sur le plan géopolitique. Ensuite, les intérêts économiques et commerciaux des uns et des autres, l'Inde et la Chine restent assez pragmatiques là-dessus et nous des alliances en fonction des opportunités. Mais il y a quand même ce mouvement-là qui est fort, qui entraîne. Et nous aussi, effectivement. Allez, il nous reste 10 minutes pour parler du sommet de l'IA quand même qui s'est ouvert lundi, hier, en Inde, le sommet mondial de l'intelligence artificielle. L'année dernière, c'était à Paris. Vous vous souvenez du discours de J.D. Vance qui avait, après la conférence de Munich, là aussi secoué un peu tout le monde. Il appelait à un maximum de dérégulation à tous les niveaux. Ça n'est pas la position de la France qui, elle, appelait à une IA éthique. Et c'est un autre discours qui est porté là aussi par les Indiens pour ce nouveau sommet international où les plus grands seront réunis quand même, tous les Américains, je l'ai dit tout à l'heure, Sam Altman, le patron d'OpenAI, Sundar Pichai de Google ou Jensen Huang de Nvidia. Jésabel, l'Inde cherche une troisième voie pour ce sommet. Ça serait quoi cette troisième voie entre la Chine et les États-Unis ? Alors effectivement, il y a en fait deux modèles complètement opposés concernant les deux leaders de l'IA. Il y a les États-Unis qui, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, misent sur la dérégulation à tout crin. Et puis, il y a le modèle chinois, beaucoup plus étatiste, centralisé, avec un encadrement très fort, et un soutien très fort aux investissements dans ce domaine. Bon, il y a et parfois low cost. On a vu DeepSeek qui avait complètement disrupté le système, et notamment OpenAI, en annonçant une IA bien moins chère et tout aussi efficace que les montants investis aux États-Unis. Mais bon, effectivement, il y a peut-être une troisième voie à trouver. En tout cas, il y a la voie d'une régulation et vraiment d'un dialogue mondial, d'un dialogue des humains autour de l'IA, parce que une IA qui se développe de manière totalement débridée, qui nous amène vers l'IA générale, peut se révéler absolument catastrophique pour l'humanité tout entière. Donc il y a vraiment un enjeu de prise en main, de régulation. C'est pas les États-Unis qui vont nous y amener. Le modèle chinois, on n'y adhère pas. Donc il y a une troisième voie à trouver. L'Inde essaie de miser sur ça, sur l'idée d'une gouvernance partagée, d'un dialogue, d'une forme de multilatéralisme. J'ai l'impression que le mot est complètement galvaudé, mais en tout cas, une coordination entre puissances pour développer ça de manière suffisamment intelligente, en gardant de l'intelligence humaine dans cette intelligence artificielle. Une soixantaine de pays l'année dernière, dont la Chine, avait signé une déclaration pour une IA ouverte, inclusive et éthique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Mathieu Jolivet ? En fait, quand je vois cette séquence IA en Inde, je trouve que ça fait quelque part écho au discours de Marc Carney à Davos, son appel à l'alliance des puissances moyennes. Parce que sur l'IA, aujourd'hui, on assiste à quoi ? On assiste à la Chine et les États-Unis qui sont tous les deux engagés dans une course où ils ont chacun compris qu'en gros, celui qui contrôlera l'IA sera le maître du monde. Et ce sont les seuls, l'un et l'autre, au monde, à avoir les capacités de contrôler toute la chaîne de l'IA, des puces jusqu'au logiciel, jusqu'au serveur, etc., qui ont des investissements colossaux. Ce sont les seuls. Donc en fait, la troisième voie, quelque part, ça pourrait ressembler à une alliance des puissances moyennes, mais de l'IA, basée sur quelque chose, on revient un peu à la coopération industrielle de défense et nos sujets en Europe, mais cette idée du best athlète entre Inde, France, je ne sais pas quel pays, mais qui est le meilleur dans quel endroit pour faire les puces, pour développer le logiciel, pour avoir l'école de mathématiques fondamentales, etc., dans un univers plus open source. Donc l'idée, c'est en fait de faire quelque part
Un peu la même démarche qu'il y avait avec, au temps de la guerre froide avec les non-alignés. Donc c'est un peu les non-alignés de l'IA qui se coordonneraient sur une IA open source. Ouais, ils sont un peu, Christian, en dehors de la carte mondiale économique, j'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment écrasé par les modèles américains et chinois là. Ce que mes deux camarades évoquent, c'est le souhaitable. La réalité actuellement, c'est que 90% des licornes d'IA dans le monde sont américaines et chinoises. Ah oui. Donc, on a. Alors, il faut bien décrypter quand la Chine signe un papier selon lequel elle adhère à un IA ouvert. C'est en réalité un IA construit sur un Internet ouvert, sur Linux, hein, c'est-à-dire des modèles ouverts plutôt que des modèles propriétaires qui étaient la voie choisie par les Américains. C'est ce qu'ils font avec les logiciels de leur voiture, hein, les Chinois, ce qui est assez étonnant, parce qu'on peut les imaginer hyper protectionnistes. Alors ça c'est quelque chose d'essentiel. Et je pense que l'Europe est dirigée par des imbéciles parce que nous sommes en retard, mais Linux est une base de rattrapage. Il se trouve que Windows et Microsoft viennent de faire une erreur stratégique qu'ils sont en train de reconsidérer, c'est-à-dire de obliger tout le monde à passer à Windows 11, ce qui met 15 à 20% des micro-ordinateurs mondiaux hors course. Et c'est en train de provoquer un développement massif de Linux et des logiciels alternatifs au modèle de Microsoft. Ça fonctionne vraiment parce qu'il faut s'accrocher. Ah oui, non, ça fonctionne vraiment, ça a fait des progrès considérables. Et c'est là, ma remarque de tout à l'heure sur les dirigeants européens, c'est là où il faudrait mettre 10, 20, 30 milliards d'euros sur la table, sur 5 ans, les principaux pays européens, parce que Linux est totalement ouvert, et ça serait un moyen de rattrapage, ça serait un moyen de favoriser une IA qui serait au moins alternative au modèle fermé américain, sachant que l'intelligence artificielle pour les Chinois, c'est aussi un élément de leur développement militaire, hein, puisqu'ils veulent avoir une capacité militaire au moins aussi bonne que celle des Américains. L'IA, c'est un élément clé du développement des armes du futur. Donc, il faut qu'on se réveille sur l'IA, et une base Linux non propriétaire et système ouvert, c'est un élément du futur. Je suis stupéfait qu'au niveau européen, et pour l'instant, il n'y ait pas de réaction. Alors, cette réaction, elle se fait sur le terrain. Il y a un vrai mouvement là, c'est un vrai sujet pour vous et pour BFM, ce qui se passe sur Linux. C'est une vraie alternative qui se développe rapidement. Pas sûr, Christian, de voir très clairement le lien direct entre le développement de l'IA et le passé par un logiciel libre. Pour mais le développement de l'IA, on a besoin de CAPEX, on a besoin d'investissement massif. C'est comme un temple. Vous avez le soubassement qui est libre, et ensuite vous construisez des applications qui sont propriétaires, mais sur une base libre, et ça permet une coopération mondiale beaucoup plus efficace. Et ça, c'est vraiment un élément clé de l'avenir. Sur l'IA aussi, ce qui est terrifiant, c'est qu'on a quand même des forces en Europe, on a des centres de recherche important. Il y a très peu de coopération entre ces centres. Donc, l'INRIA, c'est du très haut niveau. Il y a un centre de recherche de très haut niveau en Belgique. Il y a des choses très puissantes en Allemagne. Il y a pas de collaboration au niveau européen. Même si les Anglais sont sortis à Cambridge, Oxford, il y a des choses exceptionnelles. Donc, il faudrait là aussi une alliance des centres de recherche européens. Mais on est avec des dirigeants européens qui sont médiocres, en fait. Qui restent dans le chacun pour soi. Qui restent dans le chacun pour soi et qui sont pas encore sur la voie de la mutualisation, de la mise en commun, aussi bien des investissements que des financements. Enfin, on va en rediscuter. Bon.